Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les intérêts de la recalcification. On parle souvent de chaulage lorsqu'il s'agit de recalcification. C'est un terme un peu erroné puisqu'en agriculture biologique, l'usage des hydroxydes, donc de la chaux, qui est un produit cuit, est interdit. Seuls les carbonates peuvent être utilisés. Lorsque les sols se décalcifient par l'action combinée de l'activité biologique avec le dégagement d'acide humique organique, mais aussi la pluviométrie et les exportations des cultures, il se produit deux phénomènes. Le premier, illustré ici, c'est la perte de cohésion structurelle du sol et donc des risques de glaçage, de difficultés à travailler et de sols fermés. Enfin, le deuxième phénomène, c'est la carence, les difficultés d'enracinement et de développement des cultures, comme illustré à gauche sur cette photo. La perte de cation Ca2+ concerne surtout la plupart des sols sableux et limoneux. Mais d'autres sols reposant sur des substrats calcaires ou avec des présences de cailloux calcaires en surface ne sont pas concernés. Cela étant, ce n'est pas parce que le matériau parental est calcaire que les sols sont automatiquement pourvus en calcaire suffisamment. Il faut donc bien connaître ces sols. Pour connaître son sol facilement, vous pouvez vous rendre sur le site de Géoportail et faire afficher la couche carte des sols qui vous donnera les indications au plus près de chez vous. L'avantage de Géoportail, c'est que vous pourrez retrouver les définitions des types de sols présents sur vos parcelles grâce au GIS Sol et la mise en lien direct avec cette carte. La recalcification, c'est donc l'enrichissement du sol en calcium. La perte de cation Ca2+ entraîne la saturation du complexe argilo-humique ou organominéral en ions H+, qui, en abondance, vont acidifier le milieu. On utilisera donc tout simplement le pH comme indicateur pour le suivi. Toutes les plantes cultivées ne sont pas égales devant leur tolérance à l'acidité. Les plus tolérantes seront les prairies, le maïs, et les moins tolérantes en système céréalier seront l'orge, la luzerne, le colza et le blé. Enfin, les légumes ne supportent absolument pas l'acidité et donc les systèmes avec betteraves, pommes de terre, haricots, pois devront absolument remédier à la problématique. Sachez que la quantité dépend du pouvoir tampon de votre sol. Celui-ci permet de résister aux variations de pH dans le temps. Ce pouvoir tampon est renseigné par la CEC sur vos analyses de sol. Les sols sableux ont une toute petite CEC, donc un petit pouvoir tampon. C'est tout le contraire avec les sols argileux, donc un gros pouvoir tampon. C'est la présence des colloïdes qui est déterminante. Les colloïdes sont les argiles et les matières organiques. Qui chaule sans fumer se ruine sans y penser. Autrement dit, un apport de calcaire dans un sol dépourvu de matière organique est inutile. Comme nous l'avons vu précédemment, ce sont soit les argiles, soit la matière organique qui retiennent le CaO. Il est donc important qu'en l'absence d'argile, la matière organique soit suffisamment présente pour que vos apports soient efficaces. Sinon, pensez-y et préférez des apports réguliers dans le temps, tous les 2-3 ans, en petite quantité. La quantité totale à apporter est donc déterminée par la valeur de la CEC Medson de notre sol. On voit bien ici qu'elle influence de manière très forte les quantités totales, puisque pour une valeur de 5 milliéquivalents, on aura seulement besoin de 700 unités de CaO, alors qu'il en faudra 2000 pour un sol avec une CEC de 15 milliéquivalents. Ce qui explique que des stratégies différentes doivent être adoptées en fonction des types de sols dans lesquels vous avez des apports de calcaire à faire. Les sols sableux nécessiteront des apports plus réguliers, en plus petite quantité, alors que des sols argileux sont capables de patienter beaucoup plus longtemps entre deux apports, mais il faudra des apports avec des quantités beaucoup plus importantes. Le choix du produit dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la valeur neutralisante, ensuite la solubilité carbonique du produit, et enfin sa finesse de mouture. La recalcification ne permet pas seulement de combler les besoins des plantes, mais également d'améliorer
la biodisponibilité du phosphore, de favoriser la nitrification et la fixation symbiotique. Mécaniquement, elle renforce la cohésion des particules et donc une meilleure stabilité structurale. Elle augmente également la biomasse microbienne et la diversité et la quantité des vers de terre. Maintenant que vous êtes convaincu des bénéfices de la recalcification, passez à l'action en faisant un diagnostic parcelle par parcelle. Mesurez les pH, anticipez les besoins des cultures les plus exigeantes et choisissez les produits adaptés pour un bénéfice maximal dans le temps et un retour sur investissement rapide.